à la ressourcerie de l'écrivain. Eh bien, si vous voulez une petite blague, hier on était mardi et je me suis dit, ah bah mince, demain on est mercredi, donc aujourd'hui, et je n'ai pas de vidéo de prête. En fait, elle était tellement pas prête qu'elle n'était pas tournée et j'avais pas fini de l'écrire. Et ce qui fait que j'ai fini aujourd'hui, donc cette vidéo-là sera probablement publiée vendredi, je pense, en prenant au sens large. Ça faisait un moment que je voulais vous faire des vidéos sur une découverte d'une série de livres de Jean-Philippe Jaworski. C'est la première fois que je le lisais. Non, je mens parce que j'avais lu une de ses nouvelles déjà. Mais j'ai commencé à écouter en livre audio les récits du Vieux Royaume, qui sont composés de plusieurs bouquins. Il y a Januar Vera, un recueil de 10 nouvelles du point de vue. Il y a notamment le point de vue de Benvenuto Gesufal pour certains. Il y a Gagner la guerre, un roman qui est complètement du point de vue de Benvenuto Gesufal. Le sentiment du fer, un recueil de 5 nouvelles. Et ensuite, une petite saga sur le chevalier aux épines. Donc le tournoi des preux, le conte de l'assassin et le débat des dames. Cette première vidéo va aborder les 3 premiers livres du Vieux Royaume. Januar Vera, Gagner la guerre et Le sentiment du fer. Les romans du Chevalier aux épines feront l'objet d'une seconde vidéo dans quelques mois, le temps que je les écoute. Alors pour tous ces livres, je les ai écoutés sur Audible. Et je suis quasiment sûre que Gagner la guerre, je l'ai en livre de poche quelque part. La narration de Jean-Christophe Lebert est superbe, vraiment. Mais compte tenu de la complexité de l'univers, de la foison de personnages, de lieux, des récits entrecroisés, je me suis aidée du wiki sur cet univers, de Wikipédia, de divers articles parce que sinon, je serais passée à côté de pas mal d'éléments, étant donné que cette lecture audio m'a pris 4 ou 5 mois. Parce que Gagner la guerre, on est à 35 heures d'écoute, on est sur un pavé qui fait quasiment 1000 pages. Donc Gagner la guerre, c'était à peu près 35 heures d'écoute. De mémoire, Januar Vera devait en faire 25 ou 30. Et le sentiment du fer était un peu plus court. Comme en général, moi, quand j'écoute un livre audio ou un podcast, je fais autre chose en même temps. Donc je fais la cuisine, je fais du ménage, je fais un peu de coloriage ou je conduis. L'attention n'est pas la même que sur un livre que je lis avec mes yeux. Donc livre numérique ou livre physique. Donc, pour ceux qui sont habitués à écouter des livres audio qui sont complexes ou ceux qui sont habitués à lire des romans complexes, je pense surtout aux romans de fantasy ou de science-fiction qui ont un world building qui est très fouillé. Donc plein de noms de lieux, de personnages, d'intrigues qui se croisent et s'entrecroisent. Je vous conseille les livres audio. Pour ceux qui risquent d'être perdus parce que c'est trop compliqué, je vous conseille les livres papier ou numérique. Et cela ne remet en rien en question la narration de Jean-Christophe Lebert qui est vraiment, vraiment top. Gros trigger warning aussi. Donc les trigger warnings sont des avertissements de contenu par rapport à des thématiques difficiles qui sont abordées dans les livres. Et ce sont des choses qui ont lieu en fait ces temps-ci pour éviter en fait aux gens de se retrouver confrontés à des situations traumatisantes pour eux. Donc les gros trigger warnings, c'est que c'est un univers qui est dur, c'est un univers qui va parler de guerre. Et Benvenuto Gesufal, qui est le narrateur d'une nouvelle de Januar Vera et de la totalité du roman Gagner la guerre, c'est un tueur à gages. Un tueur à gages qui est engagé par un homme politique. Il a parfaitement conscience de ce que sont le bien et le mal, mais il fait quand même le mal, et il l'assume complètement. Et en plus, il aime bien ça. C'est une série de livres qui n'est pas pour les personnes que les descriptions de batailles, de blessures, de morts, de décès, de tortures, tout ce que vous voulez de ce genre peuvent perturber. Il y a aussi des scènes de V, je vais pas le dire parce que... je vais pas le dire parce que sinon la vidéo va sauter. Il y a des scènes d'agression S qui sont décrites aussi. Et soit Benvenuto est l'agresseur, soit il assiste à quelque chose. Et donc voilà. Donc c'est vraiment vraiment en résumé, dans cet univers, on va suivre le point de vue des connards la majeure partie du temps. Je vous recommande l'ordre de lecture dans lequel je fais cette vidéo, donc Januar Vera, qui est le point de départ de
la petite porte d'entrée dans cet univers, Gagner la guerre, le sentiment du faire. Si vous n'aimez pas les nouvelles, Gagner la guerre, ce suffit. Si les descriptions de violence sont compliquées pour vous, restez sur les recueils de nouvelles, à savoir Genoveva et Le sentiment du faire, où là vous pouvez sauter s'il y a une nouvelle qui est un peu trop difficile pour vous. Mais Gagner la guerre, c'est pas ça tout le temps non plus, il y a beaucoup de manigances politiques, mais je pense que c'est celui qui était le plus dur. Enfin, pour les recueils de nouvelles, je ne vais pas vous faire un résumé de toutes les nouvelles parce que Genoveva, j'ai commencé à l'écouter au mois d'octobre. Donc cela n'aura pas un grand intérêt. Je vais plus m'en servir pour m'aider à construire la première partie de cette vidéo sur l'univers et quelques personnages. Et je ne vais pas me focaliser sur les nouvelles concernant Benvenuto. Il n'y en a qu'une, il me semble. Alors, j'ai utilisé plusieurs articles que je vais vous citer au fur et à mesure de la vidéo. Donc il y a notamment un article de Jacques Baudou du Monde sur Jean-Philippe Jaworski, et il y a le wiki de Jaworski, enfin des récits du Vieux Royaume, et il y a plusieurs articles aussi de chroniqueurs qui ont interviewé l'auteur notamment. Jean-Philippe Jaworski, c'était un enseignant en littérature, c'est un grand fanat d'histoire qui a une culture littéraire solide, et c'est aussi l'auteur de jeux de rôle. Je crois qu'il ne le fait plus non plus. Je mentionne juste ce qu'il était parce que ça peut aider à comprendre un peu le personnage et son écriture. Ce qu'il pense de l'écriture, c'est déjà le principe qu'enseignait Flaubert aux jeunes Maupassant. Si on a une originalité, disait-il, il faut avant tout la dégager. Si on n'en a pas, il faut en acquérir une. On peut aussi appeler cela le style ou la personnalité. Le cliché bien usé selon lequel on écrit ce qu'on voudrait lire me semble très applicable, si tant est qu'on veuille lire quelque chose que l'on a été impuissant à trouver. Donc Jaworski ne croit pas à l'inspiration, mais au travail. Il cisèle le style en fonction des personnages, de leur niveau social et culturel. Chaque personnage a sa voix propre et s'exprime différemment en fonction du contexte, en fonction en général de la personne à qui le personnage s'adresse. Parce que Benvenuto, qui a par exemple une sacrée gouaille, il va évidemment pas s'adresser de la même manière à son patron, qui est le Podesta, donc un des hommes politiques les plus en vue de Ciudalia, que s'il s'adresse à un autre tueur à gages, ou à quelqu'un qu'il va tuer. Jean-Philippe Jaworski maîtrise le style médiéval, il a étudié l'ancien français à la fac et a lu pas mal de manuscrits médiévaux. L'univers. Donc pour la partie sur l'univers, je vais juste partir sur les lieux et la magie. Je ne vais pas trop parler de la religion. Je trouvais que c'était un peu complexe à comprendre en dehors du contexte. Et comme j'ai pas envie non plus spécialement de partir dans une explication encyclopédique du Vieux Royaume, on va rester sur 2-3 lieux et sur la magie. Donc au niveau des lieux dans cet univers, inspiré de la Renaissance italienne, Ciudalia peut faire penser à ces cités-États italiennes de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, qui étaient très puissantes et organisées en république, avec un Sénat. Ciudalia faisait autrefois partie du royaume de Léomance, mais a conquis son indépendance. La guerre fait partie de cet univers, entre Ciudalia et Rhécine. Rhécine, c'est un autre royaume qui est peut-être inspiré de l'Empire ottoman. C'est un royaume qui a des galères, qui réduit en esclavage les ennemis qu'il capture, qui garde des prisonniers importants contre rançon. Donc c'est des pratiques qui se faisaient dans le temps. La guerre est aussi pour la conquête du Sénat, donc à l'intérieur de Ciudalia, donc la conquête du pouvoir au sein de Ciudalia, parce qu'en suivant Benvenuto, on est dans les coulisses du pouvoir avec toutes les manigances orchestrées par Leonide Ducatore et les autres sénateurs ou familles puissantes de Ciudalia. Une petite citation sur Ciudalia de Gagner la guerre. C'est un des charmes de Ciudalia. Tous ces grands qui se détestent sont voisins de palier, et ils n'ont qu'à faire 2 pas dans la rue pour saluer le sénateur qui a voté le bannissement de leur père, ou le patricien, dont ils ont empoisonné le fils aîné. C'est juste histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. On va plus s'entendre parler du duché de Bromael dans Genoveva et peut-être dans le sentiment du fer, mais surtout on va en entendre parler pour le chevalier aux épines.
qui est un personnage dont je vais vous parler un peu plus tard. Le duché de Bromael, c'est une société d'ordre et une société féodale. Donc si vous vous souvenez de la féodalité, c'était la noblesse, le clergé, le tiers-état, l'interdépendance entre le suzerain et le vassal, qui se doivent des choses l'un à l'autre. Ce duché va brasser tout ce que vous connaissez et pouvez imaginer sur le Moyen-Âge et la féodalité. Les chevaliers en armure, les tournois, les écuyers, l'importance du clergé, les colporteurs, les artistes qui vendent leur art de ville en ville, le peut-être un peu d'amour courtois aussi. Donc le fait de cet amour énorme mais platonique qui est destiné à la dame. Donc ça, c'était vraiment juste pour brasser rapidement. Parce qu'il y a d'autres lieux aussi. Il va y avoir des lieux notamment où vivent des elfes, parce qu'il y a des elfes. Il y a des lieux qui peuvent un petit peu faire penser à la Scandinavie, à l'époque viking peut-être, avec des histoires de clans. Et ce sont des barbares. Peut-être, hein. Ça c'est moi qui l'interprète, mais je n'ai plus rien trouvé en ce sens-là, et ma lecture remonte un petit peu trop longtemps. Au niveau de la religion, la magie. Donc comme je vous l'ai dit, je vais surtout parler de la magie. La magie existe dans ce monde, ainsi que des créatures. Donc il y a des elfes, il y a des nains, il y a des gnomes, il y a des gobelins, il y a peut-être des dragons. J'en ai pas vu. On a entendu parler d'un dragon, j'en ai pas vu. On n'est pas par exemple dans un monde qui ressemble au sorceleur avec un espèce de catalogue de créatures et de monstres. Donc c'est pas péjoratif de ma part. Mais la magie existe, les créatures existent, mais ne sont pas omniprésentes. Il y a des magiciens, il y a des nécromanciens, je vais vous expliquer un peu tout ça. La magie n'est pas si présente que cela dans le récit. Déjà, parce que Benvenuto, donc, qui est le personnage de point de vue de Gagner la guerre, il essaye de s'en tenir le plus éloigné possible parce qu'il supporte pas ça, il en a peur. Il le dit pas comme ça, mais il en a peur. Mais aussi parce que parfois, la magie est interdite ou mal vue. Donc elle se pratique de manière discrète, et puis c'est dangereux. Donc les gens se méfient. Il y a des ordres religieux, par exemple un ordre qui est chargé de donner une sépulture aux morts. Il me semble que c'était avec les prêtres du desséché. Au niveau de la religion, il y avait, si vous voulez, ça faisait une espèce de syncrétisme de quatre religions différentes avec quatre divinités différentes à qui on avait attribué une saison. Et en fait, je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas très bien compris ce qu'il en a dit, Jean-Philippe Javorski, dans un article. Mais en gros, il y a des anciennes divinités à qui on a attribué une saison. Et le desséché, qui est une divinité de la mort, on lui a sans doute attribué l'hiver. Et, et bref, en fait, il y a un peu tout ça qui essaye de tenir en place, mais il y a aussi autre chose qui fonctionne. Donc cet ordre religieux des prêtres du desséché, ils sont particulièrement doués pour retrouver les morts, même quand ces morts-là ont été cachés. Donc eux, leur taf, c'est on retrouve les morts, on les prépare et on les enterre. Il n'y a rien de spécial après par rapport à leur culte ou des trucs comme ça. C'est juste qu'ils ont un respect des morts, donc ils ne doivent pas être très copains avec les nécromanciens. Je vais passer à la magie, parce que là, ça va être un peu plus facile pour moi. Il y a 3 types de magie. La haute magie, la basse magie et la magie vive. La haute magie ou théurgie est un pouvoir divin accordé par les dieux. Elle se manifeste par des miracles ou des rituels sacrés, généralement pratiqués par des prêtres ou par des prophètes. Le magicien n'agit pas de son propre chef, il devient l'instrument des puissances supérieures. La basse magie est une sorcellerie profane qui détourne les rites sacrés de la haute magie. Elle parodie la haute magie sans en respecter les contraintes ni le cadre religieux. Ce type de magie est souvent jugé impie ou illégitime. Sassanos, qui est un personnage de Gagner la guerre et qui peut-être d'autres nouvelles aussi, sûrement, mais je m'en souviens plus. Sassanos est un nécromancien et il use de basse magie. La magie vive est une magie esthétique. Elle permet d'atteindre la transcendance par la communion avec le plérôme. Je n'ai pas compris ce que c'était.
Elle repose sur l'émotion, la contemplation, le mystère et l'harmonie. Le magicien devient presque l'égal d'un dieu. Lusinga est une utilisatrice de cette magie. Lusinga, c'était une ennemie de Sassanos, ou Sassanos était son ennemi. Lusinga, on en parlera un peu plus tard, ainsi que de Sassanos. Je vais vous dire une petite citation sur la magie qui est extrait de Gagner la guerre, et je ne vais pas vous dire entre qui parle à qui. Parce que, surprise. Donc, on parlait certainement d'un rituel. Quelqu'un lui avait sûrement demandé « Est-ce que ça va me faire quelque chose ?» Oui, ça vous fera quelque chose. Ça me fera quoi? Ça vous privera d'une infime partie de votre âme, à peine un soupir, quelque chose de négligeable comme une rognure d'ongle ou quelques cheveux pris dans un peigne. Ne vous en effrayez pas. Chaque fois que vous avez tué un homme, vous en avez perdu 100 fois plus. Ça promet, hein? On va passer donc à Janua Vera, le premier recueil de 10 nouvelles qui... historiquement, c'est le premier livre que Jean-Philippe Jaworski a écrit sur l'univers des récits du Vieux Royaume. C'est un recueil de 10 nouvelles, Janua Vera, Montefelone, Mauvaise Donne, Le service des dames, que j'ai déjà lu et que j'ai déjà présenté dans une vidéo, je le mettrai en lien, si vous voulez. Une offrande très précieuse, le conte de Suzel, Jour de Guigne, Un amour dévorant, Comment Blandin fut perdu et Le confident. Je ne vais pas vous parler de toutes ces nouvelles parce que j'ai pas trouvé de résumé de toutes les nouvelles et parce que je me souviens plus. On va commencer par Mauvaise Donne. Pourquoi? Parce que on rencontre un soudard, Benvenuto Gesufal, vétéran des phalanges, donc un ancien militaire, qui appartient désormais à une confrérie d'assassins, la Guilde des Chuchoteurs. À la suite d'un contrat manqué qui tourne pour lui au guet-apens, Benvenuto entre au service du podestat Léonide Ducatore, un homme politique d'une habileté machiavélique. Donc Ducatore, c'est un homme politique qui a une grande ambition et qui se hisse au sommet de la hiérarchie de la République de Tchoudalia. Et il compte bien y rester. Pour lui, tous les coups sont permis et il ne se salit jamais les mains. Donc, Benvenuto va devenir son outil, son investissement, son maître espion. Enfin, maître espion, disons que il fait pas que regarder, quoi. Une petite anecdote que j'ai trouvée dans un article, c'est que l'auteur a écrit cette nouvelle sans plan et ne savait pas que Benvenuto allait devenir le Benvenuto de Gagner la guerre. Citation de cette nouvelle: « Je m'appelle Benvenuto. C'est un prénom qui me va mal. Je suis tueur à gages. » Parce que Benvenuto, c'est bienvenu en italien. Le service des dames. Là, on parle du Chevalier aux épines. Donc, souvenez-vous, le Chevalier aux épines, il y a 3 livres qui feront l'objet d'une deuxième vidéo d'ici quelques mois, probablement à l'automne. Le Chevalier aux épines doit traverser une rivière avec son écuyer et donc franchir un pont. C'est la voie la plus directe pour atteindre l'endroit où il veut aller. Mais la dame du coin, donc c'est la dame veuve, c'est la veuve, c'est la lady, on va dire, du château du coin, interdit de franchir ce pont qui est gardé. Donc les gardes interdisent aux gens d'y passer. Le Chevalier aux épines décide donc de parlementer avec cette femme pour qu'elle l'y autorise, parce que sinon ça lui fait faire un sacré détour. Et elle lui demande d'aller se battre en duel contre le seigneur voisin qui a tué son mari. Et le Chevalier aux épines, qui est un chevalier, donc droit dans ses bottes, qui est plein de bonne volonté et qui veut protéger cette dame, et ben il y va. Et la petite morale de cette histoire serait que les apparences sont peut-être trompeuses. Une offrande très précieuse. Cette nouvelle va parler de magie. Peut-être. Un clan fait un raid, mais tombe dans une embuscade dans une forêt. Je sais plus où ça se passe, ça. Secht affronte Edan de Vaumassel, le chevalier aux épines, et le vin. Secht est grièvement blessé et doit fuir les hommes du duché, le duché de Bourmael. Il emmène avec lui Dougam, qui connaît le chemin pour repartir en Nouromagne, leur terre. Secht est grand, fort et stupide. Dougam est un vieillard instruit.
En chemin, il rencontre Oriné, une guérisseuse, qui accepte de venir en aide à Dougam. Je crois que Dougam a été poignardé dans le ventre, donc c'est pas terrible. Et il me semble que Secht, il est blessé également, mais un peu en meilleur état. Secht doit lui ramener une offrande très précieuse pour qu'elle utilise sa magie sur Dougam. Parce que sans Dougam, Secht, il est perdu. Et Dougam sans Secht, il est aussi perdu parce qu'il peut pas marcher. Là, on part dans une espèce de voyage hallucinatoire dans un temple, où Secht affronte de nouveau le chevalier aux épines, qu'il avait pourtant tué. Mais Secht est hanté par le visage de son fils décédé qu'il voit partout. Il a très peur, retourne voir la guérisseuse, lui raconte l'histoire de cet enfant mort qu'il nomme, et se réveille sur le champ de bataille. Il vient en aide au chevalier aux épines qui est gravement blessé, et repart avec Dougam et un butin. La boucle est bouclée. C'était une nouvelle qui était super touchante. J'ai le souvenir d'avoir eu les larmes aux yeux. Et il y avait une petite tendance vraiment horrifique. Parce que Secht, en fait, il y a eu une première fois où il sentait qu'il y avait une espèce de hantise, que c'était bizarre, il y avait un temple. Il le sentait pas, donc il était retourné voir la guérisseuse qui lui a dit « Tu dois y retourner et tu dois me ramener quelque chose qui va te coûter. » Voilà. Le conte de Suzel. Suzel est une jolie petite bergère qui va tomber amoureuse d'un seigneur qui lui fait la promesse de revenir la voir. Suzel, qui était plutôt sauvage, change et sa vie passe à attendre le retour du bel inconnu. C'est une nouvelle qui va proposer une variation sur la rencontre enchanteresse et l'attente cruelle d'un retour. C'est un récit de vie minuscule, un destin pathétique et modeste. C'est la parabole de l'expérience du lecteur de fantasy. Il y avait 3 sources d'inspiration pour l'auteur. Donc ça, je l'ai lu dans une interview. Je vous mettrai en barre d'informations d'où ça vient. Le fait de vouloir parler des figurants dans les univers fantasy. Donc ici, la paysanne anonyme. Il y avait une inspiration de Flaubert et de Maupassant qui décrivent les humbles et aussi une volonté de s'inspirer d'un vieux sujet folklorique hérité des mondes celtiques, le danger de rencontrer de belles gens, les créatures de l'autre côté, qui ne sont pas humaines. Une petite citation de Suzel. Mais dans les contes, n'était-ce pas quand tout allait de mal en pis qu'un prince sortait de la nuit des légendes, rétablissait l'harmonie et la justice. Jour de Guigne. Alors, je vais en parler très rapidement. C'est une nouvelle qui est très drôle. Maître Calame, c'est un copiste et en fait, il a une poisse monumentale parce que ceux qui ont vu les films La Momie, ça va leur dire quelque chose. C'est qu'il les copistes, en fait, ils recopiaient parfois des parchemins qui avaient été utilisés, grattés et réutilisés. Sauf que, en fait, il essaye de lire ce qui est inscrit et de lire peut-être ce qui est en dessous aussi, je me souviens plus exactement. Mais donc, il prononce à voix haute ce qui était une formule magique. Fallait pas. Et donc, il a la poisse. C'est vraiment la grosse journée de merde. La totale, quoi. S'il passe sous une échelle, l'échelle lui tombe sur la tête. Il fait cramer sa bouffe. Je donne des exemples bidons, mais c'est vraiment ce genre de truc, quoi. Le jour de la poisse. Et d'ailleurs, comment... Je crois que ils appelaient ça la malédiction du palimpseste. Je sais plus ce que c'est une figure de style, il me semble, mais je me souviens plus ce que c'est. Et il y a vraiment une espèce de journée de pas de bol. Et à un moment, il y a une espèce de chute qui est très drôle parce que Maître Calame, le copiste, va se retrouver face à un autre Maître Calame qui est exactement comme lui, qui est un change-forme. Mais du coup, le change-forme, il va jusqu'à prendre toutes les caractéristiques de la personne dont il prend l'apparence. Donc, il prend aussi sa poisse. Donc, ça finit... Enfin, c'est super drôle. Je vais pas vous en dire plus parce que là, je pense, déjà beaucoup dit. Un amour dévorant. Celui-là était flippant. Dans un petit bled perdu, on est dans les bois. Personne ne sort la nuit parce que les gens sont terrifiés. Quelqu'un enquête sur cela. Et il y a une créature, un appelant. Donc un appelant, pour ceux qui ont déjà lu des contes bretons par exemple, ça va être des créatures qui vont appeler dans la nuit, dehors,
Ça peut être une créature qui imite par exemple le cri d'un bébé qu'on pense perdu, donc on va voir. Et en général, ça finit pas bien. Donc il y a une créature, un appelant, qui peut emmener et tuer ceux qui répondent à son appel, ce qui fait que les gens ne sortent plus. On est vraiment sur une nouvelle horrifique, avec une ambiance sombre et sinistre. Ça se passe dans les bois, la nuit. J'ai vraiment le souvenir d'avoir été tenue en haleine par cette nouvelle qui était super prenante, il y avait un sacré suspense. En matière de transition, lorsque l'auteur a fait lire Januavera, donc le recueil de nouvelles, pour la première fois, les lecteurs disaient que les personnages qui attiraient le plus de sympathie étaient Suzel et Benvenuto. Mais il était difficile de reprendre le personnage de Suzel, qui a eu une histoire qui a été jusqu'au bout, qui était achevée. Donc Benvenuto s'est imposé, sachant qu'il y avait sans doute plus à faire avec un tueur à gages qu'une petite paysanne. Je vais vous donner une situation de Januavera, donc de la nouvelle Januavera dont je n'ai pas parlé, et je ne m'en souviens plus très bien. Je crois que je l'avais pas très bien comprise en audiobook. Je n'ai jamais rêvé, dit le roi Dieu. D'un geste ample, il désigne le faste monumental qui l'entoure. Tout ce que j'ai souhaité, je l'ai réalisé. Je n'ai jamais rêvé. C'est pas beau? On passe à gagner la guerre. Donc, pour gagner la guerre, j'ai fait le choix de ne pas vous faire un résumé de tout, parce que ça sert à rien. Je vais juste vous donner quelques thématiques et comment dire, quelques citations de Benvenuto, parce que Benvenuto, il a une façon de parler qui fait que, quoi, enfin, on a envie de l'écouter, quoi. Enfin, moi, en tout cas. Vous qui êtes en train de me lire, ne le faites-vous pas pour vous distraire. Et quoi que vous sachiez que je suis une inqualifiable crapule, n'êtes-vous pas un peu mon ami ? Ça place bien la position un peu de voyeur et la position de gêne dans laquelle le lecteur va être installé et va devoir assumer quelque part. Parce que justement, moi j'ai échangé avec des lecteurs qui ont arrêté Gagner la guerre parce que c'était insupportable pour eux de suivre quelqu'un qui, quelque part, n'a pas de morale, qui est un criminel et qui ne paye pas en fait pour ses crimes. Il paye pas, il s'en sort, il s'en sort. Il s'en sort peut-être parce que c'est le personnage principal et qu'il raconte l'histoire, mais là je vous spoil un peu le fait que il est vivant à la fin. Et pourtant, il en a fait des crasses. Mais je comprends que des gens aient lâché en cours de route parce que vous n'avez pas non plus un Ramsay, par exemple, Ramsay Bolton, qui est en train de raconter son histoire. On est sur quelqu'un de plus intelligent. On est vraiment sur une crapule, en fait. Mais j'ai du mal à trouver quelqu'un qui pourrait lui ressembler. C'est un peu comme si on suivait, comme quand on suit Sons of Anarchy, comme quand on suit Breaking Bad ou les Peaky Blinders. Vous voyez, on est sur des gens qui ont leur propre ligne de conduite, qui sont carrément border par rapport à la loi qui nous dirige tous, qui nous régit tous, et qui font quand même. Donc c'est un roman qui est écrit entièrement du point de vue de Benvenuto. Un tueur qui travaille pour le podesta Leonid Ducatore, un des membres du gouvernement de la République de Ciudalia. C'est une pourriture qui se salit les mains pour une pourriture qui a les mains plus propres. Ça, c'est moi qui le dis. L'histoire commence lors d'une bataille navale de navires, évidemment, de Ciudalia, contre des navires de Ressine, un royaume voisin inspiré sans doute de royaumes du Moyen-Orient. Benvenuto profite de la confusion de la bataille pour assassiner le gars pour qui il travaillait. Parce qu'en fait, il a fait semblant de travailler pour le gars qu'il a tué. Parce qu'il a changé de patron, en fait. Et le changement de patron, on l'a dans le recueil de... dans Mauvaise Donne, dans Januavera. Les Ciudaliens sont faits prisonniers par les Ressiniens et Benvenuto, travaillant pour le podesta Leonid Ducatore, qui travaille avec les Ressiniens, on peut se demander si la bataille navale n'a pas servi juste pour que Benvenuto tue le gars et transmette un message de son patron aux Ressiniens. Une des missions de Benvenuto est de négocier la paix entre Ciudalia et Ressine, parce qu'ils se foutent sur la gueule depuis des mois ou des années, et de transmettre un message en ce sens du podesta Leonid Ducatore au chat Eurymaxas. Donc le chat, c'est le grand patron.
Benvenuto devient en quelque sorte l'ennemi à abattre pour le royaume de Racine parce que il a des informations qui sont brûlantes et que s'il bavarde un petit peu trop, en gros, il met tout le monde en danger. Mais ils peuvent pas le buter parce que ils peuvent pas le buter parce que il devient intouchable parce que Léonide Ducatore a dit lui c'est mon émissaire. Donc il se fait exploser la tronche par un mec qui est en armure. Donc un armure, gantelet et compagnie qui le frappe. Et donc il a une mâchoire cassée, des dents qui sont pétées, enfin c'est vraiment le carnage. Il va être racheté contre une rançon par son patron, qui va lui offrir 2 lames précieuses pour le remercier. Et lui faire refaire les dents aussi parce qu'il est plus ou moins défiguré et que ça fait pas très classe dans la suite du Podesta. Disons que déjà avant, je pense qu'il avait une prestance qui était impressionnante et qui faisait un peu flipper. Sauf que maintenant, il a le physique de l'emploi, on va dire. Donc comme je vous ai dit, je ne fais pas un résumé du livre en entier, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais sachez que c'est Benvenuto le narrateur, celui qui dit, attention, c'est pour vous mettre dans l'ambiance et dans le style. Pour le nettoyage, il n'y a pas mieux que 6 milliers de beaux soudards en chausses rayées et barbutes d'acier. On vous rafraîchit le pays avec enthousiasme et méthode. Bien sûr, du point de vue du bourgeois qui ne s'est jamais frotté aux dures réalités de l'existence, c'est un peu bruyant. Mais pour le connaisseur, c'est de la belle ouvrage, exécuté avec cœur et sans cruauté inutile. On chauffe un peu les anciens pour les convaincre de cracher le magot, et puis on abrège leur vieillesse et son long cortège de misère. On se délasse avec les filles qui nous tombent sous le gantelet, et puis, pour leur épargner les désillusions sur l'inconstance masculine, on les poinçonne vite fait sur leur lit de délices. Pour que la fête soit plus belle, on décore les arbres et les balcons avec leurs frères, leurs fiancés et leurs maris, le cou joliment cravaté de chanvre. On traite les petits-enfants comme de gentils chatons, on les noie au fond des puits, histoire que les renfrogniers qui auraient raté le bal finissent empoisonnés par les eaux putrides. Et quand tout est dit, on vous illumine ce banquet de grands feux de joie qui pétille gaiement sur les horizons. C'est pas le mec le plus sympa, hein. Donc en gros, pour ses affaires et pour obéir aux ordres de son patron, parce que Benvenuto, il a 2 motivations dans la vie. La motivation de survivre, donc parfois, pour survivre, il peut désobéir à son patron, et il a la motivation d'obéir aux ordres de son patron, même si ça met sa vie en danger, mais s'il obéit aux ordres de son patron et qu'il travaille bien, il va avoir un petit billet, un gros billet, il est peut-être une Benvenuto. Et donc, ces 2 motivations-là font qu'il est amené à voyager beaucoup dans tout le pays, dans la Ciudalia et ailleurs. On va avoir des descriptions, ça je vous l'ai déjà dit, on va avoir des descriptions de scènes de V, d'agressions sexuelles, des scènes de torture, de dentisterie médiévale, de chirurgie. Benvenuto, dès qu'il met un pied sur un bateau sur la mer, il est malade à crever, il dégueule tout ce qu'il peut. On est sur, un peu comme dans le Trône de Fer, on est sur de la fantaisie qui pue, qui va être... qui est immersive en fait, parce que quand vous entendez les descriptions de quand il se fait soigner les chicots, qui se fait recoudre et compagnie, vous avez mal. Alors, c'est une ordure, vous le savez pas encore trop que c'est une ordure. Vous savez pas à quel point c'est une ordure, mais vous avez quand même un petit peu mal pour sa tronche. Le sentiment du fer, un recueil de 5 nouvelles. Là, je fais un petit pitch sur les 5 nouvelles. La première nouvelle, c'est Le sentiment du fer. Le héros de la nouvelle est un voleur, voire un assassin, chargé de voler un mystérieux livre dans le palais d'un riche. De mémoire, c'est un assassin qui appartient aussi à la guilde des chuchoteurs comme Benvenuto. Quand on appartient à la guilde, en fait, ils doivent payer une espèce d'impôt à la guilde. Et quelque part, ils sont protégés, mais s'ils font un truc qui ne répond pas au code de conduite de la guilde, ils peuvent être en danger également. Et la guilde des chuchoteurs a un grommelot, donc un langage qui leur est propre pour que eux ils se comprennent et pas les autres autour.
Donc leur langage, leur gromelot, je l'appelle ça comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle dans le texte, ça leur permet de se filer des infos un peu confidentielles en pleine rue devant tout le monde parce que personne ne va comprendre s'ils ne maîtrisent pas cette langue-là. Donc le sentiment du fer, on est sur une nouvelle d'aventure, il y a de la bagarre, on se cache dans l'ombre, on s'échappe sur des toits. On a un personnage d'assassin qui a sa propre ligne de conduite, qui a du charisme, qui ressemble peut-être à Benvenuto. Et peut-être que cette histoire ressemble aussi un petit peu à ce qu'a vécu Benvenuto parce que la fuite par les toits, on l'a eu. Mais ça passe. C'est une nouvelle qui est efficace. Alors, l'elfe et les égorgeurs. On va parler d'Anoët. Je vous en ai pas encore parlé parce qu'il y a beaucoup de personnages dans cet univers. Et Anoët, c'est un personnage secondaire de Gagner la guerre. Quand Benvenuto est en fuite, il intègre un peu à l'insu de son plein gré la troupe de musiciens d'Anoët. Anoët, c'est un elfe qui parle exclusivement en vers et qui a un sacré vocabulaire et compagnie, qui peut agacer les gens parce que les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Si les gens sont un peu bas du front ou pas très poètes, si vous voulez. Et Anoët, c'est quelqu'un qui fuit les combats, mais il sait manier la langue, la manipuler, charmer par ses mots. C'est aussi le personnage du comte de Suzel, donc le très bel homme que Suzel a remarqué et a attendu. Donc lui, il va visiter une forteresse qui est dévastée après une bataille. Tout est en ruine. Enfin, il y a de mémoire, il y a des morts un peu partout. C'est à peine nettoyé en gros. Et les survivants sont très contents d'avoir survécu ou d'avoir battu les autres. Et ils sont fin cuits, fin sous. Donc il y a une atmosphère de danger. C'est le genre de truc où vous vous y arrêtez pas pour dormir ou pour manger, quoi. Et comment cet elfe beau parleur va éviter les conflits? Il y a une espèce de théâtralité. Parce que Anoët, c'est quelqu'un qui est théâtral. Et il y a une subtilité aussi que les autres personnages peuvent ne pas comprendre parce qu'ils ne manient pas les mots comme l'elfe. Je vais vous donner quelques petites citations sur cette nouvelle. Il ne perdait pas une miette de ses gestes. Le baladin saisissait les mets avec délicatesse, un petit doigt relevé. Il humectait ses lèvres sur le bord de la coupe. Il picorait chaque bouchée avec une discrétion de bonne aloi. La troupe gobait tout comme au spectacle. Une lueur salace brasillait même dans la prunelle des lubriques. La mignardise de l'invité creusait d'autres fringales. Citation suivante. Il y a un paquet de bonshommes qui ne peuvent pas encaisser les elfes. Certains les jalousent, d'autres les méprisent. Personne ne les entrave, si toutefois il y a quelque chose à comprendre chez ces écervelés. Beaucoup d'envieux sont tout simplement exaspérés par l'affêterie des mignards. Il n'y a pas à lanterner. Les elfes sont trop beaux. Trop gracieux, trop disert, trop adroit, trop vieux, trop jeune, trop léger. Pour un rombier avec le museau ordinaire, la bedaine qui s'alourdit et l'âme cafardeuse, il y a de quoi grincer les dents. Il y a quand même un truc avec ce style, je trouve. On va passer à profanation. On se rapproche de la fin de la vidéo, là. Un détrousseur de cadavres est jugé pour ses crimes par les prêtres du Desséché. Souvenez-vous, c'est un groupe religieux qui s'occupe de retrouver les morts et de leur offrir une sépulture et des rites. Donc c'était même dit dans une peut-être cette nouvelle-là ou une autre qu'ils ont une facilité déconcertante pour les trouver. Du genre, vous avez buté votre belle-mère et vous l'avez enterrée sous les fraisiers, ils vont la trouver, quoi. On va parler de la mauvaise foi de ce détrousseur de cadavres. L'homme a été arrêté en gros en flagrant délit, la main dans le sac plein d'affaires qui ne lui appartiennent certainement pas. On est sur un champ de bataille, donc il y a des morts et des mourants qui sont abandonnés partout, dans la boue, à ciel ouvert, ça pleure, ça gémit à droite à gauche, et le gars il est là, il fait les poches. Cet homme va alors déployer des trésors d'argumentation et de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'il risque de se faire un peu raccourcir. Quelques citations pour vous montrer un petit peu comment il cause bien, ce monsieur. C'est malheureux quand il vous voit. Il vous supplie d'abréger leur souffrance. Aussi, quoiqu'ils m'en aient coûté parce que j'ai le cœur sensible, je leur ai souvent accordé le coup de grâce, après m'être assuré qu'ils avaient bien récité leur prière, il va sans dire. Il parle au prêtre. Les pauvres gens,
Vous auriez vu la lueur de reconnaissance dans leurs yeux, du moins chez ceux qui les avaient encore. Souvent, par gratitude, ils m'offraient leur petit pécule, préférant le léguer à une âme miséricordieuse plutôt que de l'abandonner au hasard du pillage. Citation suivante. Un champ de bataille est semé d'objets perdus, qui, grâce au dévouement de petites mains comme votre serviteur, se transforment en objets trouvés. Je suis tout disposé à les rendre à leur légitime propriétaire, pourvu qu'ils me fournissent la preuve que ce matériel leur appartient bien. Mais jamais, au grand jamais, je ne m'abaisserai à dépouiller les morts. Ben non, quand même, on ne le fait pas. Il reste 2 nouvelles. Désolation. Donc Désolation, on a une grosse inspiration de Tolkien. On a des nains et des gnomes. Les gnomes sont les esclaves des nains. Ils traversent des cavernes, ils sont poursuivis par des gobelins et ils sont pas discrets. Parce que les nains, c'est pas discret. Il y a des mules, enfin, les nains sont en armure, ils sont en train de brailler, ils sont tous plus ou moins beurrés aussi, il me semble. Les gnomes sont un peu plus discrets, c'est des créatures qui sont plus petites et plus menues, et qui sont totalement soumises aux nains. Ils sont pas discrets. Mais ils ont peur de réveiller le dragon qui vit dans les profondeurs de cette caverne. De mémoire, c'est une nouvelle où il y avait pas mal de dialogue, une tension, à cause du danger. Les gnomes sont complètement asservis et obéissants. Les nains agissent en maîtres d'esclaves et sont cruels. L'auteur joue avec les clichés fantasy, la représentation des nains, des gnomes dans l'imaginaire collectif, dans Tolkien, et je trouvais que ça fonctionnait. La 3e hypostase, dernière nouvelle de ce recueil. Nouvelle poétique sur la magie. Lusinga est un personnage que l'on a déjà croisé dans Gagner la guerre. Elle est plus ou moins une ennemie de Sassanos. En fait, il travaille pour des familles qui sont opposées ou amies. Ça dépend du jour qu'il est. Enfin, ça dépend du jour, de l'heure qu'il est, de comment tourne le vent. Parce que Sassanos travaille pour Léonide Ducatore et Lusinga travaille pour une autre famille. Sauf que dans la 3e hypostase, il me semble qu'on est avant Gagner la guerre. Lusinga vit avec les elfes sur une île, c'est une humaine, et le peuple elfe quitte cette île en raison d'un danger. Il y a des histoires de guerre lointaines, etc. Je crois qu'il craignait une invasion ou quelque chose comme ça. Enfin, disons que les soldats, ils sont à la guerre, mais sauf que la guerre, elle arrive. Et là où ils vont, ils peuvent pas emmener Lusinga qui est humaine. Donc, les adieux sont plutôt déchirants, parce que Lusinga, je crois bien qu'elle a passé une bonne partie ou toute sa vie à leur côté. Et donc, elle voit partir tout ce qu'elle aime, et elle n'a pas le droit d'aller où ils vont se réfugier parce que ce n'est pas une elfe. Et je l'ai trouvée assez intéressante, et Lusinga, c'est un personnage qui est assez intéressant aussi. Et voilà. Je m'en souviens plus très bien honnêtement de cette nouvelle. Mais parce que je crois que j'ai dû finir l'écoute au mois de février. Et bah comme je vous l'ai dit, moi quand j'écoute un livre audio, je fais quelque chose d'autre en général à côté, donc je prends pas de notes. Ce que je devrais faire. Ce qui fait que je suis dans une espèce de flou. Ce qui fait que j'ai vraiment accroché à cet univers. Si vous voulez, les nouvelles, et ça va vous donner un éclairage sur un type de population, un coin, un endroit, une thématique. Il y a des intentions et des tons qui sont fort différentes, d'un texte à l'autre. Là où Gagner la guerre est plus du même, de même teneur parce que c'est l'histoire de Benvenuto. Et je trouve que les nouvelles sont une très bonne manière de mettre un petit peu le pied dans l'eau pour voir si la température vous convient, en gros. Pour cette vidéo, j'ai utilisé un entretien avec Gromovar sur le site Quoi de neuf sur ma pile, donc qui a interviewé Jean-Philippe Jaworski, et aussi une interview de Jean-Philippe Jaworski par Cosmo Orbus qui s'appelle Je ne crois guère en l'inspiration. C'est des interviews que j'ai trouvées
sur le wiki du vieux royaume. Donc je vous mettrai un peu tous ces liens-là en barre d'informations. Et en gros résumé, essayez peut-être Genovera ou peut-être Le Sentiment du Fer qui est plus court. Les nouvelles sont plus longues, mais le livre est plus court si vous voulez essayer. Gagner la guerre si vous avez du mal avec des personnages qui sont morally grey, comme on dit, voire enfin gris très foncé. N'y allez pas, ça sert à rien. Mais moi j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé parce que ça fait appel à énormément de références qu'on a un petit peu tous sur le Moyen-Âge, les tueurs, tout ça. Je crois que d'ailleurs le Vieux Royaume, c'était un jeu de rôle en fait qu'il a. Enfin, ça a servi à alimenter un jeu de rôle qu'il a écrit et en fait il a développé le truc parce que il y avait de quoi faire derrière. Je suis pas du tout jeu de rôle, moi je n'ai jamais fait de jeu de rôle donc je connais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est hyper immersif et puis ça donne envie d'avoir des terres à explorer, si vous voulez. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà longue et comme je vous disais, donc la prochaine vidéo sur les récits du Vieux Royaume aura sûrement lieu d'ici quelques mois. Par contre, les trois livres sur le Chevalier aux épines sont un peu plus courts, donc la vidéo sera sans doute un peu plus courte. Moi, je dirais que c'est au moins cet été, parce que le temps que je les écoute et que je tourne et tout ça. Mais en tout cas, ça me donne envie de découvrir d'autres choses de Jaworski, notamment les Rois du Monde, je crois. Sur Bélovèze et Ségovèze, ça se passe dans l'Antiquité celtique, peut-être bien, je sais plus. Je vous souhaite un très bon vendredi. Donc demain, j'ai fait une vidéo, comme les Dimensions Fantastiques, c'est fini et que je vais faire une pause là au niveau de la chaîne. J'ai fait une vidéo pour vous présenter une liste de lectures que je pourrais faire sur la chaîne, donc en livre audio. Donc je vous l'ai présenté, n'hésitez pas à répondre en commentaire à cette vidéo enfin la vidéo de demain pour que vous puissiez m'aider en fait dans le choix des prochaines lectures à faire. Dimanche, on a les chapitres 7 et 8 de Shirley de Charlotte Brontë. Il restera 2 autres vidéos sur... j'ai fini. J'ai fini le livre et je suis contente. Donc il reste encore 3 vidéos au total sur Shirley de Charlotte Brontë. Et je pense qu'il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain parce que je sens que j'ai besoin de faire une pause. Donc je vais prendre une pause et puis on se reverra bientôt pour la suite des aventures. Parce que j'ai notamment des SP qui sont en retard. Je vous souhaite un très bon vendredi, très bon week-end et à tout bientôt. Salut!